Après avoir reçu un diagnostic, lui annonçant qu'il mourrait dans un mois, un millionnaire erra sans but dans les rues, jusqu'à ce qu'une pauvre femme de ménage transforme complètement sa vie. Le 31 mai, à 9 heures précises du matin, Théo Lambert sentit son monde basculer. Il était assis dans le cabinet minimaliste de son médecin personnel, une pièce silencieuse, presque clinique dans son absence d'humanité. Les murs d'un blanc immaculé semblèrent vouloir effacer toute émotion, mais les mots qui venaient d'être prononcés en suspens dans l'air rendaient toute neutralité impossible. Une maladie rare, imprévisible, dévorante. Une sentence simple, presque banale dans sa brutalité. Il lui restait environ 1 mois à vivre. Aucun traitement, aucune échappatoire. 1 mois. Théo ne réagit pas immédiatement. Il hocha simplement la tête, comme s'il venait d'apprendre qu'un vol avait été annulé ou qu'un projet n'aboutirait pas. Il serra la main du médecin, sortit du cabinet et appela son chauffeur. Il monta dans la berline noire sans dire un mot, les yeux perdus dans le vide. Dans sa luxueuse couverture située dans le 16e arrondissement, chaque recoin respirait la réussite. Murs en marbre, œuvres d'art originales, baies vitrées donnant sur la tour Eiffel. Rien ne manquait, ni le confort, ni la beauté, ni la technologie dernier cri. Mais ce jour-là, aucun de ces trésors n'avait de valeur. Il traversa le salon sans vraiment le voir, se dirigea vers le bar, versa un verre de whisky hors de prix, le reposa aussitôt. L'alcool n'avait jamais été une solution, et il le savait. Il s'assit sur le canapé, les mains posées sur ses genoux. Autour de lui, le silence était écrasant. Pour la première fois depuis très longtemps, Théo se sentit seul, profondément seul. Non pas par absence de personne, il avait des collaborateurs, des associés, même quelques amis fidèles, mais parce qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre ce qu'il ressentait. Que dire à quelqu'un quand on sait qu'il ne sera plus là dans 30 jours? Comment vivre en sachant que chaque minute est une marche vers une fin certaine? Le regard perdu sur la ville qui s'étendait sous ses pieds, Théo essaya de mesurer ce que sa vie avait été. Il avait bâti un empire technologique à la force de son intelligence et de sa détermination. Son nom apparaissait régulièrement dans les médias, associé à des mots comme visionnaire, génie, révolutionnaire. Il avait des voitures de luxe, des propriétés à travers le monde, des invitations à toutes les soirées les plus exclusives. Mais en ce jour de vérité, tout cela lui semblait absurde. À quoi bon? Quel sens avaient ces réussites si l'essentiel lui avait échappé? Il passa la journée dans cet état de torpeur. Il ne répondit à aucun appel, ignora les notifications sur son téléphone, refusa les visites prévues. Quand la nuit tomba sur Paris, il ne fit pas allumer les lumières. Assis dans l'obscurité, il sentit monter en lui une angoisse sourde, oppressante, comme un vertige sans fin. Mourir dans 30 jours, peut-être moins. Et après? Au milieu de la nuit, sans vraiment réfléchir, Théo se leva. Il ouvrit un placard, en sortit un sac de voyage, y glissa quelques vêtements simples, une trousse de toilette, son portefeuille. Puis, il s'arrêta. Non, pas de portefeuille. Pas de carte de crédit, pas d'identité, pas de traces. Il laissa tout. Il enfila un jean, un pull gris, des baskets, un manteau noir. Puis il descendit les escaliers, traversa le hall silencieux et sortit dans la rue. Il faisait froid pour un mois de mai. L'air avait cette fraîcheur nocturne qui réveille les sens. Il marcha sans but précis, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le trottoir. Il marcha jusqu'à ce que les lumières deviennent floues, que les sons de la ville deviennent des murmures lointains. Il marcha pour fuir, mais il ne savait pas quoi. La peur, peut-être, la réalité. Ce n'était pas une décision rationnelle, c'était un instinct. Fuir les murs dorés de sa prison de verre. Échapper aux regards, aux attentes, aux questions. Redevenir un homme parmi tant d'autres, anonyme, libre. Il ne voulait plus être Théo Lambert, l'homme qui possédait tout. Il voulait juste être un homme qui n'avait plus rien à perdre. Le jour commençait à poindre lorsque Théo s'arrêta sur un pont surplombant la Seine. Le fleuve avançait, indifférent aux drames humains. Il observa l'eau couler, les péniches dormir, les premières lueurs du matin peindre les toits de Paris d'une teinte douce et dorée. Et pour la première fois depuis l'annonce, il ressentit une étincelle de calme. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, ni où il irait. Mais une chose était certaine, il ne retournerait pas dans sa tour d'ivoire. Ce matin-là, Théo Lambert devint un homme sans passé, sans avenir. Juste un présent incertain à découvrir, pas à pas. Le jour se levait doucement sur Paris.
Lorsque Théo Lambert reprit sa marche, les épaules légèrement affaissées, le pas lourd d'un homme qui n'a plus de destination. Il avait passé une partie de la nuit à errer dans les rues désertes, comme une âme flottante dans un monde qui ne le reconnaissait plus. Il ne portait qu'un sac à dos léger contenant quelques vêtements choisis à la hâte, mais la légèreté matérielle contrastait avec le poids immense qui l'écrasait de l'intérieur. L'homme qui autrefois décidait du cours des marchés financiers d'un simple mot n'avait plus rien à contrôler. Il était seul, vêtu simplement, invisible au regard des passants qui commençaient à remplir la ville avec leur routine du matin. Il traversa la rue de Rivoli, longea les Tuileries, passa devant le Louvre sans même y jeter un regard. Ironie du sort, tant de lieux célèbres, si souvent mentionnés dans les brochures touristiques qu'il finançait par ses entreprises, lui apparaissaient maintenant pour la première fois. Il avait grandi à Paris, mais avait toujours vécu en hauteur, au-dessus de la ville, dans des sphères où l'ordinaire n'avait pas sa place. Ce matin-là, il s'arrêta devant une petite boulangerie d'angle. L'odeur du pain chaud lui rappela quelque chose, une sensation ancienne, un souvenir d'enfance peut-être, mais trop flou pour être nommé. Il n'osa pas entrer. Il n'avait pas d'argent, et même s'il en avait eu, il ne se sentait pas encore prêt à faire partie de cette vie banale qu'il avait toujours ignorée. Les heures passèrent, et la ville s'anima de son chaos habituel. Théo marcha jusqu'à la place de la Bastille, s'arrêta pour observer les passants. Il s'assit sur un banc, fixant un groupe d'enfants qui courèrent derrière des pigeons, riant à plein poumon. Un homme jouait de l'accordéon non loin, sa musique flottant dans l'air chargée de café et de bruit de moteur. Il était là, au cœur de Paris, et pourtant si loin de tout. Il n'était plus Théo Lambert, il n'était plus personne. L'après-midi l'amena vers la rive gauche, puis jusqu'à la gare de Lyon. Il y avait là un flux incessant de voyageurs, de valises roulantes, de voix pressées. Il se mêla à la foule, se fondant parmi les inconnus. Dans cet anonymat absolu, il trouva un semblant de paix. Il repéra un banc légèrement à l'écart, sous l'ombre d'un arbre. Épuisé, il s'y installa. Ses paupières devinrent lourdes. Le vacarme lointain devint berceuse. Il finit par s'endormir. Quand il rouvrit les yeux, le ciel avait pris des teintes rosées de fin d'après-midi. Pendant quelques secondes, il ne sut plus où il était. Puis, une sensation soudaine le frappa. Il tourna la tête, chercha autour de lui. Son sac avait disparu. Il se leva d'un bond, regarda sous le banc, scruta les alentours. Rien. Quelqu'un avait volé le seul lien matériel qui lui restait avec son ancienne vie. Plus de vêtements, plus de brosse à dents, plus de traces de son identité. Rien. La panique monta, mais elle fut vite remplacée par une résignation glaciale. Il s'assit à nouveau, cette fois les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Il n'avait plus de plan, plus de but, et maintenant plus rien. Il était devenu ce que la société ne regarde pas, un homme sans visage, sans adresse, sans fonction. Il tenta de rationaliser. Ce n'était qu'un sac. Il avait encore ses vêtements sur lui. Il respirait encore. Il pouvait marcher. Il pouvait voir. Il pouvait entendre les conversations, les rires, les klaxons. Il était vivant. Mais cette conscience de la vie n'avait jamais été aussi cruelle. Théo se leva à nouveau, plus lentement cette fois. Il traversa la gare sans trop savoir où aller. Il évita les regards, contourna les groupes, longea les murs. Il descendit vers une ruelle adjacente, plus calme, presque oubliée. C'est là, au coin d'un petit hôtel dont l'enseigne clignotait faiblement, qu'il s'arrêta. Ses jambes ne le portaient plus. Il poussa la porte vitrée et entra dans le hall silencieux. Ce n'était pas le genre d'endroit où Théo Lambert avait l'habitude de poser les pieds. Le carrelage était usé, le mobilier bon marché, une odeur de javel flottait dans l'air. Il avança vers le comptoir, hésitant, et dit simplement « Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Sa voix était rauque, presque étrangère. Derrière le comptoir, une jeune femme leva les yeux de son balai. Elle avait les cheveux attachés en un chignon désordonné, portait un uniforme de ménage et des gants encore humides. Elle le fixa quelques secondes, comme si elle essayait de lire entre les plis de son pull froissé. Elle ne posa aucune question. Elle hocha simplement la tête, s'éclipsa un instant et revint avec un verre en plastique rempli d'eau fraîche. Elle le lui tendit avec un sourire léger, sans mots. Théo prit le verre, murmura un « merci » presque inaudible et but lentement. Ce fut la gorgée la plus significative de sa journée. Il se sentit vu, pas reconnu, mais vu. Il observa la jeune femme retourner à son travail
effaçant les traces de pas sur le sol. Il ne savait pas encore qu'il venait de croiser Camille Moreau, mais quelque chose dans sa simplicité, dans sa façon de ne pas poser de questions, venait d'ouvrir une brèche dans le mur qu'il avait érigé autour de lui. Dehors, la nuit tombait à nouveau sur Paris, et Théo, sans plan, sans sac, sans avenir défini, restait debout au milieu du hall, incapable de faire un pas de plus. Théo était encore debout dans le hall de l'hôtel lorsque Camille revint avec son chariot de nettoyage. Elle jeta un coup d'œil vers lui, se demandant pourquoi cet homme si manifestement hors contexte n'avait pas bougé. Il n'avait pas l'air dangereux, juste perdu. Ses vêtements étaient propres mais froissés, son regard inquiet, et ses mains tremblaient à peine. Elle le voyait hésiter entre rester là ou fuir à nouveau. Mais elle était femme de peu de mots, habituée à observer sans juger. Elle se rapprocha doucement, nettoyant le sol près de lui, puis s'arrêta. « Vous attendez quelqu'un » demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Théo la fixa, pris de court. Il mit quelques secondes avant de répondre. « Non, je suis juste fatigué. » Camille hocha lentement la tête. Ce n'était pas une explication, mais cela suffisait. Elle posa sa serpillière contre le mur, s'approcha du petit comptoir, attrapa un autre verre d'eau et revint vers lui. « Vous pouvez vous asseoir là, si vous voulez, » dit-elle en désignant une banquette près de la fenêtre. Il hésita encore, puis finit par s'y laisser tomber, lentement, comme un homme qui abandonne une guerre invisible. Camille reprit son travail, mais elle le surveillait du coin de l'œil. Elle n'était pas une femme curieuse par nature, mais il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Sa manière de bouger, ses vêtements discrets mais de bonne qualité, cette tension dans ses épaules qui ne ressemblait pas à celle des habitués de l'endroit. Elle termina son étage, puis revint vers le hall, prête à terminer sa journée. Il était toujours là, silencieux, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes. Elle ne put s'empêcher de lui adresser de nouveau la parole. « Vous avez perdu quelque chose » demanda-t-elle. Il soupira. « Mon sac, mes affaires. » Elle acquiesça. « Mais ça peut arriver, surtout ici. Vous étiez où ?»« Gare de Lyon. » Elle leva les yeux au ciel. « Les pickpockets adorent cet endroit. Vous avez prévenu quelqu'un ?» Il détourna les yeux. « Non, je n'ai personne à prévenir. » Elle le fixa quelques secondes. Il ne mentait pas, ou alors il le faisait très bien. Il n'avait pas l'air d'un sans-abri classique, mais pas non plus d'un simple voyageur malchanceux. Camille ressentait quelque chose de plus profond, une solitude lourde, un vide qu'aucun sac à dos ne pouvait expliquer. Elle hésita, puis se pencha vers son chariot, en sortit un sachet contenant 2 croissants qu'elle gardait pour son retour. « Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais ça vous fera du bien. » Il refusa d'abord d'un geste de la main, presque instinctivement. « Je ne peux pas accepter. C'est déjà fait, » répliqua-t-elle simplement. Il prit le sachet plus touché qu'il ne voulait le montrer. Le croissant était tiède, encore moelleux. Il en prit une bouchée, puis une autre, et finit par le manger en entier. Camille s'assit à côté, à une distance raisonnable. « Vous êtes en voyage ?» Théo hésita encore. Il se demandait s'il devait mentir, inventer une histoire, s'éloigner. Mais il était trop fatigué, trop las. Il haussa les épaules. « On peut dire ça. » Elle ne posa pas d'autres questions. Elle savait reconnaître les silences nécessaires, mais elle décida de rester là un peu, sans raison particulière, juste parce que quelque chose dans cet homme l'intriguait. Le hall était silencieux. La lumière blafarde des néons faisait briller les carreaux récemment lavés. Une vieille horloge accrochée au mur émettait un tic-tac régulier, hypnotisant. « Je m'appelle Camille », dit-elle finalement. « Camille Moreau. » Il tourna la tête vers elle, surpris par la franchise. « Théo. » Elle attendit, mais il ne dit pas son nom de famille. Elle n'insista pas. « Enchanté, Théo. » Il répondit par un léger hochement de tête. Le silence revint, mais il n'était plus pesant. Il avait changé de nature. C'était un silence d'écoute, de reconnaissance. 2 êtres que rien n'aurait dû rapprocher, assis côte à côte dans un hôtel de seconde zone, partageant un croissant et quelques mots. Camille se leva. « Je dois finir ici. Mais si vous n'avez nulle part où aller ce soir, il y a un foyer dans le quartier. Ce n'est pas le grand luxe, mais ils acceptent les gens pour 1 ou 2 nuits. Je peux vous montrer l'adresse. » Il secoua la tête. « Non, merci. Je vais me débrouiller. » Elle le regarda une dernière fois, puis reprit son chariot. Mais avant de quitter le hall, elle se retourna. « Vous savez, parfois,
Accepter un peu d'aide, ce n'est pas une faiblesse. Il ne répondit pas. Mais ses yeux restèrent fixés sur la porte par laquelle elle venait de disparaître. Dans les heures qui suivirent, Théo sortit finalement de l'hôtel. Il marcha dans la nuit parisienne, le corps toujours fatigué, mais l'esprit légèrement différent. Il pensait à Camille, à ses gestes simples, à son regard sans jugement, à son absence de curiosité déplacée. Il chercha un endroit pour dormir. Il repéra un bâtiment désaffecté, mais il était déjà occupé. Il tenta un foyer, mais sa tenue le trahit. Trop propre, trop neuf. On le regarda avec méfiance et il fut poliment prié de partir. À minuit, il se retrouva dans un parc, sur un banc glacé. Il n'avait pas faim, mais un vide plus profond le rongeait. Une fatigue de l'âme. Il s'endormit, grelottant, sans rêve. Le matin suivant, il retourna instinctivement vers le petit hôtel. Il ne savait pas pourquoi. Il n'avait aucun plan. Peut-être espérait-il revoir Camille. Peut-être cherchait-il seulement un verre d'eau. Ou peut-être une autre chance. Le lendemain matin, le ciel de Paris était couvert d'un gris pâle et l'air portait encore l'humidité de la nuit. Théo avait passé une nuit éprouvante, assis sur un banc public, le dos douloureux, le cou engourdi, le corps transi de froid. Il avait essayé de fermer les yeux, de se laisser aller, mais chaque bruit, chaque éclat de voix, chaque sirène l'avait maintenu dans une demi-veille pénible. Lorsqu'il s'était finalement levé, les premières lueurs de l'aube coloraient les façades haussmanniennes d'une lumière terne. Il n'avait pas réfléchi. Ses pas l'avaient conduit, presque mécaniquement, de nouveau vers le petit hôtel où il avait croisé Camille la veille. Lorsqu'il franchit la porte vitrée du hall, l'odeur familière de détergent le frappa à nouveau. Cette fois, Camille était là, de dos, nettoyant le comptoir avec une énergie discrète. Elle leva les yeux au bruit de la porte, le reconnut immédiatement et afficha un léger sourire. « Vous êtes revenu ?» Théo haussa les épaules, mal à l'aise. Il ne savait pas quoi répondre. Il se contenta de s'approcher lentement, les yeux baissés. « Je passais par là. » Camille le fixa un moment. Elle savait reconnaître une détresse déguisée. Elle n'insista pas. Au lieu de poser des questions, elle retourna à son chariot et en sortit un gobelet en carton. « Je viens de faire du café. »« Il n'est pas terrible, mais il réchauffe. Vous en voulez ?» Théo hésita. Tout en lui criait de refuser. L'orgueil surtout. Cette voix intérieure, ancrée par des années de pouvoir et de contrôle, lui soufflait qu'il ne devait rien à personne, qu'accepter de l'aide était une forme de faiblesse. Il secoua la tête. « Non, merci, je ne veux pas abuser. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle versa le café quand même, puis le posa sur le comptoir. « Il sera là si vous changez d'avis. » Elle reprit ensuite son travail comme si de rien n'était. Théo resta debout, immobile, les mains dans les poches. Le silence s'installa, pesant. Il finit par tourner les talons et sortir de l'hôtel. La rue était calme, presque vide. Il marcha sans but, comme la veille, traversant des quartiers qu'il ne connaissait que de nom. À midi, il n'avait toujours rien mangé. Sa gorge était sèche, ses jambes faiblissaient. Il tenta d'entrer dans une boulangerie, mais fut arrêté par l'évidence. Il n'avait pas un sou. Il repartit, honteux, affamé. Il se rappela les mots de Camille. Ce n'est pas une faiblesse d'accepter un peu d'aide, mais cette idée lui semblait encore insupportable. Il tenta un autre foyer d'accueil. Cette fois, on le laissa entrer, mais on lui posa trop de questions. Nom, prénom, papier, antécédents. Théo n'avait rien à offrir, rien à dire. Il quitta le lieu aussi vite qu'il y était entré. Quand la fin de l'après-midi arriva, il était de retour dans le quartier du petit hôtel. Il n'en comprenait pas vraiment la raison. Il aurait pu aller n'importe où, et pourtant, c'est vers ce même hall modeste qu'il revint, attiré comme par un fil invisible. Lorsqu'il poussa la porte, Camille était à l'accueil, assise cette fois, feuilletant un vieux magazine. Elle le vit immédiatement, se leva sans un mot, prit le café froid du matin, le jeta et en prépara un autre. « Vous avez toujours pas mangé, hein ?» dit-elle en sortant un petit paquet de biscuits de son sac. Théo, cette fois, ne dit rien. Il avança lentement, s'approcha du comptoir, prit la tasse sans regarder Camille. Il but une gorgée. Le café était amer, brûlant, mais chaque goutte semblait réveiller quelque chose en lui. Il attrapa le paquet de biscuits, l'ouvrit avec précaution, comme s'il ne voulait pas le froisser. « Merci », murmura-t-il. Camille ne répondit pas. Elle s'assit à nouveau, le regardant de biais. « Vous avez dormi dehors, hein ?» Il hocha la tête. Elle ne fit aucun commentaire.
Ce silence sans jugement était devenu leur langage. Un espace sûr, rare, fragile. Théo se laissa tomber sur la banquette près de la fenêtre. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la première vraie nourriture depuis des jours. Le soir tombait et le hall se vidait. Camille finit par se lever. « Je termine dans 1 heure. Si vous voulez, je peux vous indiquer un endroit un peu plus calme pour dormir. Ce n'est pas un hôtel ni un foyer, juste un endroit. » Théo la regarda. Il aurait pu dire non. Il aurait pu refuser encore. Mais au lieu de cela, il soupira profondément. D'accord. Ce mot unique était une fissure dans son armure. Camille ne sourit pas, ne le félicita pas. Elle hocha simplement la tête, comme si elle savait que cela arriverait. Elle retourna à ses tâches. Théo la suivit du regard, observant la précision de ses gestes, la manière dont elle pliait un chiffon, refermait un seau, nettoyait un recoin oublié. Il y avait dans ses mouvements une forme de dignité qu'il n'avait jamais remarquée chez personne. 1 heure plus tard, ils sortirent ensemble dans la rue. Camille l'emmena à pied à travers quelques ruelles, puis vers un vieux bâtiment dont elle avait les clés, un local inutilisé depuis des mois, un ancien bureau désaffecté. Elle y avait installé un petit matelas de secours et quelques couvertures. Rien de luxueux, mais c'était sec et silencieux. Et pour Théo, c'était presque un miracle. Avant de partir, Camille s'arrêta à la porte. « Je reviens demain. Si vous êtes encore là, je vous apporterai quelque chose de chaud. » Il voulut refuser, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se contenta de la regarder, puis de hocher la tête. Elle referma la porte derrière elle. Et Théo, seul dans cet espace vide, s'allongea sur le matelas. Pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie, il se sentit humain. Rien de plus, rien de moins. Le matin suivant, un rayon de soleil filtra par la petite fenêtre sale du local abandonné où Théo avait passé la nuit. Il ouvrit les yeux lentement, encore engourdi, mais conscient que quelque chose avait changé. Il n'était pas reposé, mais il avait dormi. Et surtout, il n'était plus dans la rue. Le matelas était mince, les couvertures rêches, mais l'abri offrait une forme de répit qu'il n'avait plus connue depuis des jours. Assis contre le mur, il écouta les bruits de la ville se réveillant doucement. Des klaxons au loin, des pas sur le trottoir, une porte qui claque. La vie ordinaire, celle qu'il n'avait jamais vraiment observée, se déroulait juste de l'autre côté. À 8 heures, comme elle l'avait promis, Camille arriva. Elle frappa légèrement avant d'entrer, portant un sac en toile dont s'échappait une odeur de soupe chaude. Elle déposa le tout sur une petite caisse en bois qui faisait office de table, puis s'assit sur un coin du matelas, sans cérémonie. « Vous êtes resté », dit-elle simplement. Théo hocha la tête, encore incapable de comprendre pourquoi cette femme, inconnue 2 jours auparavant, se montrait si constante, si présente. Il accepta le bol fumant qu'elle lui tendait, le porta à ses lèvres. C'était une soupe de légumes, simple, presque fade, mais pour lui c'était un festin. Camille l'observait du coin de l'œil. Elle avait remarqué, dès la veille, la manière étrange qu'il avait de bouger, de parler. Ses gestes trahissaient une éducation raffinée, ses mots choisis, son regard précis. Ce n'était pas un homme ordinaire, même dans sa chute. Et puis il y avait eu ce moment, pendant son sommeil sur la banquette de l'hôtel, où il avait murmuré son propre nom. Elle n'y avait pas prêté attention tout de suite, mais le nom avait résonné. Théo Lambert. Ce matin-là, après lui avoir laissé la soupe, elle rentra chez elle brièvement. Elle alluma son vieux ordinateur portable, ouvrit un moteur de recherche et tapa ces 2 mots, Théo Lambert. Ce qu'elle découvrit la laissa figée. Les images, les articles, les interviews. Fondateur de la plus grande entreprise technologique française, milliardaire avant ses 35 ans, figure médiatique connue pour ses prises de position audacieuses. Il n'y avait aucun doute, c'était bien lui. Elle retourna au local le cœur serré, partagé entre la curiosité et une étrange inquiétude. Lorsqu'elle entra à nouveau, Théo était assis contre le mur, le bol vide entre les mains. Il leva les yeux vers elle, sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Elle s'approcha lentement, le fixa longuement. « Vous avez dit votre nom en dormant », commença-t-elle. « Théo Lambert ». Un silence tendu s'installa. Il ne tenta même pas de nier, il savait que c'était inutile. Il soupira, posa le bol vide au sol, puis murmura « Vous avez vérifié, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça sans animosité, juste un constat. « Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi ? Comme ça ?»
Il prit une longue inspiration. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il parla pour la première fois, vraiment. « J'ai reçu un diagnostic il y a quelques jours. Une maladie rare, incurable. Les médecins m'ont dit que j'avais environ 1 mois à vivre. » Camille resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi répondre. Tout en lui disait la vérité, sa fatigue, sa lassitude, cette manière de fuir le regard. Il n'y avait pas de mise en scène, pas de drame exagéré, seulement une confession douloureuse. « Et vous êtes parti ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je ne voulais pas mourir dans cet appartement, entouré de choses que j'ai achetées pour fuir le vide. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai marché, et j'ai fini ici. » Elle s'assit en face de lui, jambes croisées. Son regard avait changé, mais pas dans le sens qu'il craignait. Il n'y avait ni pitié, ni peur. Juste une compréhension muette, comme si elle savait ce que c'était que de porter un fardeau qu'on ne peut pas partager. Vous auriez pu aller dans un hôtel de luxe, dans une île, faire la fête jusqu'à la fin, dit-elle doucement. Théo esquissa un sourire triste. Je crois que je cherchais quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore quoi. Ils restèrent là quelques minutes, sans échanger un mot. Puis, Camille brisa le silence. Personne ne sait que vous êtes ici? Ni votre famille, ni vos associés? Personne. Vous ne voulez pas leur dire? Il secoua la tête. Ce serait pire. Ils m'enfermeraient dans un hôpital privé, m'entoureraient de médecins, de journalistes. Je serais un mourant sous surveillance. Je ne veux pas de ça. Camille hocha lentement la tête. Elle comprenait plus qu'il ne le pensait. Je ne dirai rien, dit-elle. Théo leva les yeux vers elle, surpris. Vous n'êtes pas choqué? Si. Mais je vous ai vu avant de savoir. Et ce que j'ai vu, c'était un homme perdu. Pas un nom célèbre. Juste quelqu'un qui ne savait plus quoi faire. Ce fut à ce moment-là que Théo sentit une fissure en lui. Il ne savait pas si c'était le soulagement d'avoir parlé ou la chaleur discrète de la présence de Camille. Mais quelque chose se relâcha, un nœud ancien. Il baissa les yeux, un instant submergé. Camille se leva, rangea les restes du repas, puis se dirigea vers la porte. « Je dois retourner travailler. Vous pouvez rester ici autant que vous voulez. Je passerai ce soir. » Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Et si vous avez besoin de parler encore, je suis là. » La porte se referma doucement. Théo resta seul, assis sur le matelas, le regard fixé sur le vide. Pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie, il ne se sentait plus totalement seul. Lorsque Camille retourna au local en fin de journée, elle trouva Théo assis dans la même position. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Il semblait moins tendu, moins sur ses gardes. Il s'était rasé, avait nettoyé le peu qu'il possédait et avait réorganisé les objets dans l'espace comme s'il voulait y insuffler un peu d'ordre, peut-être même de dignité. Lorsqu'elle entra, il releva la tête et esquissa un sourire fatigué, mais sincère. Elle lui répondit par un simple hochement de tête, puis déposa un sac de courses sur le sol. « J'ai ramené un peu de nourriture et une couverture plus chaude. Les nuits vont encore être fraîches. » Il se leva lentement, la remercia d'un regard. Pendant qu'elle déballait les provisions, du pain, du fromage, une bouteille d'eau, 2 pommes, il l'aida à les disposer. Ce simple geste, faire un repas ensemble, avait une intimité étrange, presque douce. Ils mangèrent en silence, assis côte à côte, les jambes croisées sur le vieux tapis poussiéreux. Après le repas, Camille s'adossa au mur, les bras croisés, le regard tourné vers la fenêtre sale par laquelle perçait une lumière orange de fin de journée. « J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui, » dit-elle sans le regarder. Théo tourna la tête vers elle, attentif. « J'ai pensé à ce que vous m'avez dit hier, à cette fuite, à votre besoin d'anonymat. » Il acquiesça lentement. Elle inspira profondément. « Et si vous passiez ce mois avec moi ?» Il fronça les sourcils. « Comment ça ? Je ne parle pas de vous héberger. Je parle de passer vos jours restants à vivre autre chose, pas seul dans un local abandonné, pas comme un fugitif, mais avec moi. Vivre la vie que vous n'avez jamais regardée. » Il resta silencieux. Elle poursuivit. « Je peux vous montrer mon monde, ma routine, mes gens, mes rues, mes habitudes. Ce n'est pas brillant, ce n'est pas luxueux, mais c'est réel, authentique. » Il la fixa, incapable de comprendre d'abord la profondeur de ce qu'elle proposait. « Pourquoi vous feriez ça pour moi ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être parce que j'en ai assez de voir les gens mourir sans avoir vécu. Mon petit frère est mort comme ça. Il avait 19 ans.
Un hôpital, une erreur, des excuses tardives. Il n'a jamais eu le temps de vivre quelque chose de vrai. Vous avez encore un peu de temps. Pourquoi ne pas l'utiliser autrement? Un silence tomba sur la pièce. Les mots de Camille flottaient entre eux comme une vérité qu'il n'avait pas osé formuler. Théo sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, ni de la générosité déplacée. C'était une main tendue avec lucidité. Une offre sans condition. « Vous voulez que je vienne vivre chez vous » demanda-t-il presque incrédule. « Oui, ma chambre est minuscule mais propre. On pourrait organiser les choses. J'ai un canapé. On partagerait les repas, les courses, les trajets en métro, les conversations de palier. » Il la regarda comme on regarde une énigme. Il avait eu accès aux plus grandes suites d'hôtels, aux jets privés, aux restaurants étoilés. Et voilà qu'on lui proposait une chambre de bonne, du café réchauffé, une chaise bancale. Et pourtant, c'était la première proposition qui sonnait comme une véritable chance de vie. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Camille sourit, un sourire triste et doux à la fois. Rien, ou peut-être un peu de sens. On passe nos vies à attendre que quelque chose ait un sens. Peut-être que celui-ci est là, maintenant. Théo prit un moment avant de répondre. Il baissa les yeux, observa ses mains, calleuses malgré leur douceur. Il pensa à son appartement désert, à son lit trop grand, au miroir qui reflétait une image de réussite dénuée d'émotion. Puis, il releva la tête. D'accord. Le mot était sorti, simple, net. Camille ne montra aucune surprise. Elle hocha la tête comme si elle s'y attendait, comme si elle n'avait fait que confirmer un chemin déjà amorcé. Ils passèrent encore 1 heure ensemble à organiser les affaires de Théo. Il n'avait que le strict nécessaire, ce qui facilita le départ. En quittant le local, il jeta un dernier regard en arrière. Ce lieu, aussi misérable soit-il, avait été son premier refuge, le premier espace où il avait recommencé à respirer. Camille habitait dans un immeuble ancien du 20e arrondissement. Des escaliers étroits, des murs écaillés, mais une atmosphère étrangement chaleureuse. Sa porte s'ouvrit sur un petit espace composé d'un lit d'une place, un canapé dépliable, une kitchenette et une table en bois avec 2 chaises dépareillées. C'était modeste mais propre, vivant, personnel. Des photos sur le mur, des plantes fatiguées sur le rebord de la fenêtre, une pile de livres au pied du lit. « Bienvenue chez moi », dit-elle. Théo entra, déposa son sac à côté du canapé, observa l'endroit. Il ne dit rien, mais son regard en disait long. Il y avait ici une chaleur que son immense appartement n'avait jamais eue. Camille lui montra où étaient les couverts, le placard avec les draps, la salle de bain commune sur le palier. Puis elle lui tendit une tasse. « On commence demain. Métro à 7h30. Café obligatoire. » Il prit la tasse encore un peu déboussolé, mais touché par la simplicité de l'instant. Cette nuit-là, allongé sur le canapé grinçant, Théo ne dormit pas tout de suite. Il écouta les bruits du bâtiment, des voix étouffées, une télévision lointaine, une canalisation qui goûtait, des sons normaux, imparfaits, humains. Il comprenait peu à peu que la vie, la vraie, se trouvait peut-être là, dans ces détails qu'il n'avait jamais regardés, et dans la présence silencieuse d'une femme qu'il ne connaissait presque pas, mais qu'il avait invité à vivre. Le réveil de Théo fut brutal, non pas à cause d'un cauchemar ou de la douleur, mais parce qu'il n'y avait pas de rideau pour filtrer la lumière du matin. Le soleil entra d'un coup dans la petite pièce, l'éblouissant. Il ouvrit les yeux, désorienté, puis se rappela où il était. Le canapé grinçant sous lui, l'odeur du café qui venait de la kitchenette, les bruits étouffés de la vie dans l'immeuble. Il se redressa lentement, les muscles endoloris, et aperçut Camille assise à la table, une tasse fumante entre les mains, déjà habillée pour le travail. « Bien dormi » demanda-t-elle sans lever les yeux de son journal. « Pas vraiment » répondit-il en s'étirant. « Mais mieux qu'avant. » Elle hocha la tête. « C'est un début. » Il se leva, fit quelques pas hésitants et alla s'asseoir en face d'elle. Sur la table, 2 tartines légèrement grillées, un pot de confiture à moitié vide, du beurre dans un petit ramequin. Un petit déjeuner modeste, mais préparé avec soin. Il mangea en silence, observant Camille, sa routine, sa manière d'enfiler ses chaussures, tout en buvant une dernière gorgée de café. Ils quittèrent l'appartement ensemble. Camille prit le métro comme chaque jour et Théo la suivit. Pour lui, c'était une première. Il n'avait jamais mis les pieds dans un métro parisien. Il observa les visages fatigués, les gestes mécaniques, les écouteurs dans les oreilles, les livres sur les genoux. Une foule silencieuse, mais étrangement coordonnée. Camille le guidait dans les couloirs,
habitués à la cadence tandis que lui avançait lentement, fasciné. Ils descendirent à une station proche du centre et elle l'amena jusqu'à l'hôtel où elle travaillait. « Tu m'attends ici », dit-elle en lui désignant un petit salon d'attente. Ça ne devrait pas prendre plus de 3 heures. Théo, incapable de savoir s'il était plus curieux ou nerveux, s'installa sur un fauteuil usé, observa les va-et-vient. Il vit Camille enfiler ses gants, attraper son chariot, saluer 2 collègues d'un geste simple. Elle disparut dans les étages. Pendant ce temps, Théo lut quelques brochures touristiques posées sur une table, écouta les conversations des clients, observa le personnel, attentif à chaque détail. À midi, Camille revint, essuyant ses mains sur un torchon. « On va déjeuner dans un parc pas loin. » Ils achetèrent 2 sandwichs dans une boulangerie de quartier et s'assirent sur un banc, face à un petit espace vert. Les enfants jouaient, les pigeons picoraient, les miettes, un vieil homme lisait le journal à côté. Théo mangeait lentement, les yeux grands ouverts. Camille sourit. « T'as l'air d'un touriste. Je crois que je le suis. De la vie normale. » Elle rit doucement, puis reprit son sandwich. Après le repas, ils marchèrent un peu, puis rentrèrent ensemble. Théo voulut aider à porter les courses, mit la table, lava même les verres. Chaque geste était nouveau, mais il apprenait vite. Le soir venu, Camille proposa de cuisiner ensemble. Un plat simple, pâtes aux légumes. Elle lui montra comment couper les courgettes, râper le fromage, doser le sel. Ils rirent quand il fit tomber la moitié du contenu sur le sol. Elle lui lança un torchon, moqueuse. « Tu rates ta reconversion, monsieur le milliardaire. » Il se redressa, fit une petite révérence exagérée. « Je suis un homme plein de ressources. » Ils mangèrent tard, éclairés par la lumière jaune de la cuisine. Pour la première fois depuis des années, Théo mangea sans consulter son téléphone, sans penser à la prochaine réunion, sans calculer les calories ou le temps. Juste manger. Camille lui raconta des anecdotes sur ses voisins, ses journées à l'hôtel, les discussions étranges qu'elle entendait parfois. Théo l'écoutait, captivé. Il n'avait jamais prêté autant d'attention à des récits aussi simples. Mais dans la bouche de Camille, il prenait une vie. Les jours suivants suivirent un rythme similaire. Ils se levaient tôt, prenaient le métro ensemble, partageaient les repas, faisaient les courses au marché, préparaient les repas à 2. Camille l'intégrait peu à peu dans sa vie sans jamais le forcer. Il apprenait à connaître le quartier, les commerçants, les prénoms des voisins. Il s'étonnait de tout, des prix des légumes, de la gentillesse d'un boucher, du rire d'une voisine âgée qui tricotait sur le palier. Un soir, alors qu'il rentrait sous une pluie fine, Théo s'arrêta au coin de la rue. « Tu sais que je n'ai jamais été aussi tranquille de toute ma vie ?» Camille le regarda, surprise. « T'as dirigé des empires. Comment ça, tranquille ?» Il sourit. « Parce que là, il n'y a rien à prouver, rien à défendre. Juste être là. » Elle hocha la tête, compréhensive. Ils reprirent leur marche, en silence. De retour à l'appartement, ils s'installèrent sur le sol, dos contre le mur, une couverture sur les jambes. Camille mit de la musique, une vieille chanson française douce et mélancolique. Théo ferma les yeux. Ce soir-là, il sentit quelque chose d'inattendu. Une paix silencieuse, une chaleur discrète. Il ne savait pas combien de temps il lui restait, mais pour la première fois, il ne pensait pas à la fin. Il pensait au présent, à Camille, à cette lumière tamisée, à la sensation de vivre, sans filtre, sans écran, sans distance. Et c'était suffisant. La journée avait commencé comme les précédentes. Camille et Théo s'étaient levés tôt, avaient bu leur café dans un silence complice, puis quitté l'appartement en prenant le même chemin que depuis maintenant plusieurs jours. Le métro semblait presque familier pour Théo, qui saluait désormais quelques visages croisés régulièrement à la même heure. Camille, de son côté, prenait plaisir à voir cet homme autrefois figé par la solitude s'ouvrir, sourire, poser des questions simples, rire sans calcul. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Théo semblait plus lent, ses mouvements plus lourds, ses paupières légèrement tombantes. Camille le remarqua mais ne dit rien. Elle avait appris à ne pas forcer les mots chez lui. Ils passèrent par le marché comme à l'accoutumée, achetèrent quelques légumes, un peu de pain frais, et s'arrêtèrent dans un petit café pour un jus d'orange pressé. Théo se tenait droit, mais Camille percevait la tension dans sa mâchoire, les micro-expressions qu'il ne contrôlait plus aussi bien qu'avant. Lorsqu'il porta son verre à ses lèvres, sa main trembla légèrement. Elle le fixa un instant, mais il détourna les yeux. Elle n'insista pas. De retour à l'appartement en début d'après-midi,
Ils préparèrent le repas ensemble. Mais Théo peinait à tenir debout. Il s'adossait souvent au plan de travail, faisait des pauses trop longues, oubliait ce qu'il faisait. Camille finit par poser sa cuillère et se tourna vers lui. « Tu veux bien t'asseoir un peu? Tu n'as pas l'air bien. » Il tenta de sourire. « Je suis juste fatigué, c'est tout. » Mais ses traits étaient tirés, sa peau pâlie et son front couvert d'une sueur froide. Quelques minutes plus tard, alors qu'il allait se lever, il vacilla. Camille le rattrapa de justesse avant qu'il ne s'effondre. Son cœur battait trop vite, ses yeux roulaient dans leurs orbites, et ses jambes ne le portaient plus. Camille appela immédiatement une ambulance. Elle resta à ses côtés, sa main dans la sienne, jusqu'à l'arrivée des secours. Théo tentait de protester, de dire que ce n'était rien, mais il n'avait plus la force. Transporté d'urgence à l'hôpital, il fut placé en observation. Camille attendit dans le couloir, les bras croisés, assise sur un siège inconfortable, le regard figé dans le vide. Après de longues heures, un médecin vint enfin à sa rencontre. Il parlait vite, professionnel, mais ses mots étaient clairs. La maladie progressait plus vite que prévu. Le corps de Théo montrait déjà des signes de défaillance. Il ne pouvait rien faire pour arrêter le processus. Le mois estimé au départ semblait aujourd'hui un horizon bien trop optimiste. Camille entra dans la chambre d'hôpital sans faire de bruit. Théo était allongé, branché à plusieurs appareils, mais conscient. Il tourna la tête vers elle et tenta un sourire. « Je t'avais dit que j'étais juste fatigué. » Elle s'approcha lentement, tira une chaise, s'assit à côté du lit. Elle ne dit rien au début. Puis, après un long silence, ils ont dit que c'était sérieux. Il hocha la tête. « Je sais, je le sens. » Elle serra ses mains entre les siennes. « Je ne vais nulle part. »« Tu devrais, » répondit-il d'une voix faible. « Tu n'as pas signé pour ça. » Camille inspira profondément, les yeux brillants. « Tu crois que je suis là par charité? Que j'ai pitié de toi ?» Il ne répondit pas. Elle reprit. « Je suis là parce que tu comptes, parce que ce qu'on vit compte. Je ne vais pas disparaître maintenant. » Un silence pesant suivit. Puis Théo ferma les yeux. « J'ai peur, pas de mourir. J'ai peur de ne pas avoir le temps. Le temps pourquoi? Pour sentir encore ça, cette paix, cette vie vraie, avec toi. » Camille posa doucement sa tête contre son bras. « Alors on vivra chaque minute comme une vie entière. » Théo resta à l'hôpital plusieurs jours. Camille lui rendait visite matin et soir, lui apportait des livres, des plats faits maison, des petits objets sans valeur mais chargés de sens, une photo du parc où ils avaient pique-niqué, un sachet de lavande qu'elle gardait dans son armoire, une lettre écrite à la main. Elle transformait sa chambre d'hôpital en un lieu vivant, en un espace de continuité avec leur quotidien. Chaque geste, chaque regard, chaque silence était devenu un échange profond. Lorsque les médecins constatèrent que son état s'était stabilisé, temporairement certes, ils proposèrent de le laisser sortir, avec un suivi régulier. Théo insista pour retourner chez Camille, et non dans une clinique privée. Il n'y avait même pas eu débat. Elle prépara l'appartement, installa le canapé avec des coussins supplémentaires, adapta le coin cuisine pour qu'il n'ait pas à faire d'efforts. Le retour fut discret. Il entra dans le petit logement comme on rentre chez soi après une longue absence. Il se laissa tomber sur le canapé, ferma les yeux, inspira profondément. « C'est ici que je veux être. » Camille posa sa main sur son épaule. « Alors c'est ici que tu resteras. » Ce soir-là, ils ne parlèrent presque pas. La radio diffusait une chanson douce, la pluie tombait sur le rebord de la fenêtre et l'air sentait le thym et le pain chaud. Théo regardait Camille comme s'il ne voulait jamais oublier ce visage, cette lumière, cette simplicité. Et dans ce silence partagé, dans cette proximité fragile mais entière, la vie continuait, non pas en ignorant la mort, mais en lui tenant tête, minute après minute, ensemble. Les jours suivant le retour de Théo dans l'appartement de Camille furent teintés d'une douceur grave, presque silencieuse. Il n'était plus l'homme frêle des premiers matins, ni celui qui dirigeait les empires de verre depuis les tours dorées. Il était entre deux mondes, celui de l'attente et celui de l'instant. Camille, de son côté, avait cessé de lui parler comme à un malade. Elle lui parlait comme à un ami précieux. Chaque geste quotidien, chaque préparation de repas, chaque échange de regards devenait un acte d'affection, de respect, de vie pure. Théo s'habituait à cette vie avec lenteur, mais une authenticité nouvelle. Il passait les journées assis près de la fenêtre, observant les passants,
écoutant la rumeur lointaine de la ville. Le soir, ils lisaient ensemble, parfois en silence, parfois à voix haute. Une nuit, après une longue journée particulièrement calme, Théo posa un livre à côté de lui, regarda Camille et demanda « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa son propre livre sur la table, se leva, alla jusqu'à la petite cuisine, versa 2 tasses de tisane et revint s'asseoir à ses côtés. Elle regardait la vapeur s'élever du liquide. « Ce n'est pas pour toi. » Il cligna des yeux, surpris. Elle poursuivit. « Enfin, pas uniquement. C'est aussi pour moi, parce que je connais cette sensation, ce vide, cette peur silencieuse. » Il fronça légèrement les sourcils. « Tu veux dire, tu as déjà vécu quelque chose de semblable ?» Camille hocha la tête doucement. « Mon frère, Bastien, il avait 19 ans. On était très proches. Nos parents étaient absents la moitié du temps, alors c'était souvent lui et moi contre le monde. Il avait un rire. Tu aurais aimé l'entendre. Il faisait vibrer toute la pièce. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Un jour, il a eu de la fièvre. Rien d'alarmant au début. Il a été admis à l'hôpital pour une infection banale. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais il y a eu une erreur. Une négligence. Mauvais dosage, mauvais timing. Il est mort en 24 heures. » Le silence tomba sur la pièce comme un voile. Théo, incapable de parler, serra doucement sa tasse. « J'ai crié, beaucoup. J'ai cherché des coupables. Il y a eu un procès, des excuses officielles. Mais ça ne ramène pas un frère. Alors j'ai décidé de vivre autrement, de simplifier tout, de ne pas courir après ce que les autres appellent « réussite ». Elle tourna la tête vers lui. « Et quand je t'ai vu là, perdu, errant, j'ai reconnu ce regard. Celui qu'il avait parfois quand il se sentait de trop. » Théo, les yeux brillants, posa une main sur la sienne. « Je suis désolé. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas de la tristesse. C'est de la mémoire. Et c'est aussi ça qui me pousse à ne pas te laisser glisser. Tu ne mourras pas seul. Pas comme ça. Pas sans avoir eu des instants vrais. » Le poids des mots se dissipa dans la lumière tamisée de la pièce. Ils restèrent là, main dans la main, jusqu'à ce que la nuit soit avancée. Théo n'avait jamais entendu une histoire racontée ainsi, sans tragédie surjouée, sans larmes bruyantes. Juste une blessure encore ouverte, mais portée avec une forme de fierté. Les jours suivants prirent une couleur différente. Ils n'étaient plus 2 étrangers liés par le hasard. Ils étaient devenus 2 âmes conscientes du manque, du deuil, du silence des absents. Et dans cette reconnaissance mutuelle, leur complicité devint plus profonde. Ils parlaient désormais sans barrière. Camille lui montrait les endroits qu'elle aimait, une librairie tenue par une vieille dame sourde, un square caché derrière une école, une brocante où elle achetait ses bols dépareillés. Théo, affaibli mais déterminé, l'accompagnait à chaque fois, même si cela signifiait marcher lentement, s'asseoir souvent, reprendre son souffle. Il ne voulait rien manquer. Il savait que chaque image, chaque odeur, chaque rire partagé avec elle était une perle précieuse dans le collier trop court de ses jours restants. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc au bord du canal Saint-Martin, Camille tourna la tête vers lui. « Tu sais ce que je ressens quand je suis avec toi ?» Il la regarda, intrigué. « De la paix ? Non. De la justesse. Comme si, malgré tout, malgré la douleur, malgré la peur, quelque chose était exactement à sa place. » Il prit sa main, la serra doucement. Moi aussi. Ils restèrent ainsi longtemps, les doigts entrelacés, sans un mot de plus. Les passants défilaient autour d'eux, les enfants criaient, les cyclistes slalomaient entre les promeneurs. Mais pour eux, le monde s'était arrêté. Non pas par drame, mais par évidence. Ils n'avaient pas besoin d'éternité. Ils avaient ce moment, et cela suffisait. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Théo demanda à Camille s'il pouvait écrire. Elle lui prêta un vieux cahier à spirale, un stylo presque vide. Il passa des heures à griffonner. Ce n'était pas une confession, ce n'était pas un testament. C'était une tentative de capturer l'essence de ce qu'il vivait, non pas pour les autres, pour lui-même. Quand Camille se leva pour aller dormir, elle le regarda encore penché sur ses mots. « Tu écris quoi ?» Il leva les yeux, sourit. Des souvenirs, les miens, les nôtres. Et elle, sans poser plus de questions, se coucha en paix. Car elle savait que dans cette chambre modeste au cœur de Paris, 2 cœurs battus par la vie avaient trouvé, l'un dans l'autre, un écho qu'aucune maladie ne pouvait faire taire. Les jours s'écoulaient dans une cadence fragile, un équilibre instable
entre le calme du présent et l'ombre pesante de l'échéance. Théo continuait de s'affaiblir, mais ses gestes restaient précis, ses paroles lucides, ses décisions empreintes d'une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque matin, il se levait avec difficulté, mais se levait. Chaque après-midi, il marchait, même lentement, pour sentir le vent contre sa peau, le pavé sous ses pas, les murmures de la ville dans ses oreilles. Il disait souvent à Camille que chaque seconde désormais était une graine de mémoire qu'il voulait planter avec soin. Un dimanche matin, alors qu'il écrivait dans le carnet que Camille lui avait offert, il s'arrêta soudainement. Il leva les yeux vers elle qui était en train de plier du linge. « Camille, je dois changer mon testament. » Elle se retourna, surprise. « Tu veux dire ton vrai testament? Celui qui concerne tout ce que tu possèdes ?» Il hocha la tête. « Oui, je ne veux plus que cet argent retourne dans les mains des actionnaires ou dans les fonds spéculatifs. Je ne veux plus que mes choix soient dictés par des chiffres. Je veux que ça serve à quelque chose, à quelqu'un. » Camille s'approcha, s'assit en face de lui. « Tu as une idée ?» Il soupira. « Non, pas encore. Mais je veux aller voir, ressentir, comprendre. » Ils décidèrent alors d'utiliser les derniers contacts discrets que Théo avait encore pour organiser des visites anonymes à des projets sociaux à travers la ville. Pendant plusieurs jours, accompagnés d'un ami avocat de confiance, ils parcoururent Paris en quête d'initiatives oubliées. Un centre d'accueil pour jeunes en rupture familiale dans le 19e arrondissement, une cantine solidaire dans le quartier de Ménilmontant, une école associative pour enfants migrants. Partout où ils passaient, Théo gardait le silence, observait, posait parfois des questions simples, mais surtout, il regardait les visages, les gestes, les éclats d'espoir. Ce fut lors d'une de ces visites qu'ils tombèrent sur un orphelinat à Montreuil. Un bâtiment modeste, des murs couverts de dessins, des rires d'enfants résonnant dans la cour. Une directrice énergique, les yeux pleins de fatigue et de dévotion, leur fit faire le tour. Théo s'assit sur un banc pendant que Camille discutait avec les enfants. L'un d'eux, un petit garçon aux cheveux ébouriffés, s'approcha de lui, tendit un dessin sans rien dire. Un soleil, un arbre, une maison. « C'est pour toi », dit-il simplement. Théo prit la feuille, les doigts tremblants. « Merci. » Le garçon sourit et s'éloigna en courant. Ce dessin, Théo le garda. Il le glissa dans son carnet, entre deux pages pleines de notes. Ce fut ce soir-là, en rentrant à l'appartement, qu'il parla à Camille avec une voix plus assurée que jamais. « Je sais ce que je veux faire. Je veux que mon argent construise des lieux comme celui-là, des espaces de répit, de croissance, de dignité. Je veux que mon nom ne soit pas gravé sur une plaque dorée, mais dans les murs vivants de ces lieux. » Camille le regarda, ému. « Tu veux que ton héritage soit de la vie ?» Il sourit. « Exactement. » Avec l'aide de son avocat, il rédigea un nouveau testament. Une partie de sa fortune irait à la création d'une fondation dirigée par un conseil indépendant dont Camille ferait partie. Le reste serait redistribué à des projets existants, choisis non pas pour leur prestige, mais pour leur impact réel. Il demanda aussi à ce que l'annonce publique de son décès soit accompagnée d'un message personnel, une lettre qu'il commença à écrire dès ce soir-là. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à accumuler. Aujourd'hui, je choisis de restituer, non pas pour être pardonné, mais pour être utile. » Chaque mot pesait, chaque phrase était relue, réécrite. Il ne voulait pas qu'on le glorifie, mais qu'on comprenne, qu'on entende la voix d'un homme qui avait dû perdre tout ce qu'il croyait essentiel pour découvrir ce qu'il était vraiment. Camille l'aidait dans la relecture, proposait des ajustements. Elle n'intervenait pas sur le fond, mais sur le rythme, sur la sincérité. Elle était sa relectrice, mais aussi son miroir. À travers ses yeux, Théo mesurait l'impact de ses mots. Un après-midi, alors qu'ils relisaient ensemble le texte final, elle posa une main sur la sienne. « Tu sais, tu pourrais encore faire plus que ça. » Il la regarda, intrigué. « Quoi ? » ?»« Continuer à parler, à témoigner, tant que tu peux. Les gens écouteront, pas parce que tu étais riche, mais parce que tu as changé. » Il sourit, pensif. « Tu crois que ça intéresse quelqu'un ? » ?»« Oui, parce que c'est vrai. » Ce soir-là, ils allumèrent une vieille caméra que Camille gardait au fond d'un placard. Ils enregistrèrent la première vidéo. Pas de décor soigné, pas d'éclairage professionnel. Juste Théo, assis sur une chaise, les mains posées sur ses genoux, regardant droit devant lui. « Je m'appelle Théo Lambert. Vous ne me connaissez pas. Ou plutôt, vous croyez me connaître.
Je veux vous parler de ce que j'ai appris quand j'ai tout perdu et ce que j'ai gagné quand j'ai choisi d'être simplement vivant. » Camille filmait, les mains tremblantes, mais le cœur solide. Ce témoignage, c'était plus qu'un adieu. C'était un acte de transmission, un élan de vie offert à d'autres. Et dans cette petite pièce au mur fatigué, un homme que le monde croyait déjà condamné posait, jour après jour, les fondations d'une existence qui survivrait à son propre souffle. Les jours passaient avec une intensité nouvelle, chaque matin résonnant comme une victoire, chaque soir comme une bénédiction silencieuse. Théo, bien que toujours affaibli, semblait animé par une énergie étrange. Il écrivait, enregistrait des vidéos, rencontrait discrètement des bénévoles, appelait certains anciens contacts triés sur le volet pour poser des questions simples, précises. Son visage restait pâle, ses traits marqués, mais ses yeux, eux, étaient vivants. Camille, toujours à ses côtés, veillait à ne jamais le surmener. Elle temporisait son ardeur, régulait ses élans de volonté, avec une tendresse presque silencieuse. Leur quotidien s'était stabilisé dans un équilibre fragile mais lumineux. Un matin, alors qu'il finissait de rédiger une lettre à destination d'un collectif de femmes sans abri, Camille posa une tasse de café sur la table et s'assit à côté de lui. « J'ai réfléchi cette nuit. Je crois que tu devrais refaire des examens. » Il releva la tête, surpris. « Pourquoi ?» Les médecins ont été clairs. « Justement, ils ont été clairs il y a des semaines. Et depuis, tu vis. Pas en hibernation, pas allongé dans un lit d'hôpital. Tu vis, tu marches, tu penses, tu respires profondément. » Il hésita. L'idée de retourner dans un hôpital l'effrayait, non pas pour ce qu'il y trouverait, mais pour ce que cela pourrait interrompre. Sa vie nouvelle, sa clarté retrouvée, son amour discret pour Camille. Mais elle insistait, doucement, mais fermement. « Si ce qu'ils ont dit est encore vrai, tu le sauras, et tu continueras ton chemin. Mais si ce n'est plus tout à fait exact, tu dois le savoir aussi. » Il finit par accepter. Quelques jours plus tard, accompagné de Camille, il retourna dans une clinique discrète, celle de confiance, où il avait reçu le premier diagnostic. Il ne vit pas le même médecin. Cette fois, un spécialiste des maladies rares le reçut. Les examens furent longs, fastidieux, épuisants. Camille attendit tout ce temps dans une salle d'attente au mobilier inconfortable, fixant l'horloge qui semblait refuser de bouger. Lorsque Théo sortit enfin, il était pâle, mais étrangement calme. On doit attendre les résultats, quelques jours. Ces jours furent les plus silencieux depuis le début de leur cohabitation, non pas par peur, mais par respect. Camille n'osait pas poser de questions. Théo n'osait pas formuler d'espoir. Ils continuaient leur routine, mais tout semblait suspendu. Ils riaient de moins, se touchèrent plus, dormaient un peu moins, veillaient l'un sur l'autre avec une pudeur profonde. Le 5e jour, un appel changea la dynamique. La clinique souhaitait revoir Théo au plus vite. Il raccrocha, tourna la tête vers Camille. « C'est pour aujourd'hui. » Ils y allèrent ensemble, main dans la main. Dans le bureau, le médecin les accueillit avec un regard qu'ils ne surent interpréter immédiatement. Il feuilleta des résultats, consulta des courbes, puis se pencha légèrement vers eux. « Monsieur Lambert, je vais aller droit au but. Les données montrent une régression inattendue. Très faible, certes, mais mesurable. L'évolution de la maladie, au lieu de suivre sa progression fulgurante, semble avoir ralenti. » Théo resta muet. Camille sentit son cœur s'emballer. « Ralenti ?» demanda-t-elle. Le médecin acquiesça. « Nous ne parlons pas de guérison. Ce serait prématuré, voire irréaliste. Mais il existe des cas très rares où l'état psychologique, le mode de vie, l'environnement émotionnel peuvent altérer la courbe d'évolution. Vous faites probablement partie de ces exceptions. » Théo avait du mal à respirer, pas à cause de la maladie, mais de l'émotion. « Vous voulez dire que j'ai plus de temps ? C'est une possibilité. » Le retour à l'appartement fut silencieux. Pas un mot. Théo s'assit, posa ses mains sur ses genoux. Camille resta debout, le regard fixé sur lui. « Et maintenant ?» murmura-t-elle. Il leva les yeux vers elle. Une larme unique roulait sur sa joue. « Je ne sais pas. Tu as toujours un mois devant toi. Peut-être 2. Peut-être plus. Mais ce n'est plus une fin immédiate. » Camille s'approcha, s'agenouilla devant lui. « Tu as envie de continuer ?» Il n'hésita pas. « Oui, mais pas comme avant. Jamais comme avant. » Les jours suivants furent marqués par une émotion nouvelle. Ils redécouvraient leur quotidien avec un autre regard. Théo, pour la première fois, envisageait demain. Pas un demain lointain ou ambitieux, un demain humble,
préparer le repas du lendemain, lire un autre chapitre, écrire une nouvelle lettre, continuer les vidéos. Mais avec cette possibilité nouvelle, surgissait aussi une peur. Et s'il retombait? Et si l'embellie n'était qu'un sursis? Camille, elle, restait sereine. Tu as eu 1 mois pour apprendre à vivre. Continue, même s'il n'y en a qu'un autre. Ils commencèrent à envisager des projets plus larges. La fondation avançait. Les premiers financements étaient déjà affectés. Camille, grâce à un réseau d'amis, trouva un local dans le nord de Paris où un centre d'accueil pourrait bientôt voir le jour. Théo proposa d'y mettre un jardin, une bibliothèque, un espace de silence. Un soir, ils montèrent sur le toit de l'immeuble pour voir les lumières de la ville. Camille s'était assise sur une couverture, Théo à côté d'elle, le dos appuyé contre une vieille cheminée. « Je ne pensais pas avoir le droit à une seconde chance, » dit-il. « Tu ne l'as pas eue. Tu l'as prise. » Il l'embrassa. Pas un baiser de film. Un baiser lent, fragile, presque maladroit, mais réel. Et dans ce souffle partagé, dans cette étreinte entre 2 êtres autrefois perdus, Paris scintillait immense et silencieuse, témoin discret d'un amour né dans le crépuscule, mais désormais tourné vers l'aube. La nouvelle de la régression partielle de sa maladie n'avait pas transformé Théo en un miraculé. Il ne bondissait pas hors du lit chaque matin, ni ne se lançait dans des projets grandioses comme s'il était soudain redevenu immortel. Non. Ce que cette annonce avait changé, c'était son rapport au temps. Chaque minute n'était plus une menace. Chaque journée n'était plus une marche irrévocable vers l'effondrement. Il pouvait désormais vivre avec l'idée d'un avenir, modeste, incertain, mais réel. Et cela suffisait pour tout transformer. Avec Camille, la routine quotidienne devint un socle précieux. Le matin, ils prenaient leur petit déjeuner en écoutant la radio. Parfois, ils commentaient les nouvelles avec ironie. Parfois, ils laissaient simplement les voix flotter dans l'air comme une toile sonore. Ensuite, ils sortaient faire les courses ensemble, main dans la main, parlant de recettes simples, de livres à acheter d'occasion, de petites choses banales qui tissaient un quotidien. Le métro ne l'intimidait plus. Il connaissait déjà quelques chauffeurs de bus par leur prénom. Il souriait aux enfants, saluait les voisins. Mais ce qui avait le plus changé, c'était le regard des autres. Théo ne s'était pas officiellement dévoilé au public. Sa maladie restait un secret bien gardé, tout comme sa transformation. Pourtant, dans les milieux associatifs qu'il fréquentait désormais régulièrement, dans les petites structures qu'il soutenait, son nom circulait, pas en tant que légende du numérique, mais comme celui d'un homme discret qui venait, écoutait et agissait sans se faire voir. Il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il voulait juste servir. Camille l'accompagnait partout, non pas comme une assistante ou une compagne affichée, mais comme une présence naturelle, légitime, essentielle. Elle était celle qui, au fil des rencontres, savait poser les bonnes questions. Elle repérait les besoins réels, les lacunes dans les soutiens existants, les urgences silencieuses. Ensemble, ils formaient un duo étonnamment efficace. Lui, l'ancien milliardaire transformé en messager. Elle, la femme invisible devenue la voix de l'essentiel. Ils lançaient petit à petit des initiatives concrètes. Dans le 20e arrondissement, un local fut transformé en centre de repos pour mères célibataires. Dans le 11e, une cantine solidaire commença à distribuer des repas financés par la Fondation Lambert. À chaque inauguration, Théo restait à l'écart. Pas de discours, pas de caméra. Il laissait Camille prendre la parole ou les membres de l'équipe locale. Il savait désormais que sa place n'était plus sur les estrades, mais parmi les gens. Un jour, alors qu'il rentrait d'un rendez-vous avec une association de lutte contre l'isolement des personnes âgées, Camille s'arrêta brusquement dans la rue. Elle fixait une vitrine, sans parler. Théo, intrigué, suivit son regard. C'était une librairie, minuscule, ancienne, avec une vitrine poussiéreuse. À l'intérieur, un vieil homme rangeait des ouvrages à la couverture fatiguée. Elle se tourna vers lui. Et si on ouvrait un lieu comme ça? Pas une librairie seulement. Un lieu pour lire, écrire, écouter. Pour ceux qui n'ont plus de place pour leurs mots. Il la regarda, les yeux brillants. Un refuge de papier. Elle acquiesça. Exactement. Ils commencèrent à y penser sérieusement. À dessiner les plans, à chercher un local. Ils ne savaient pas encore comment l'appeler, mais l'idée grandissait comme une évidence. Ce serait leur lieu, leur trace. Un espace où chacun pourrait venir écrire une lettre, lire une histoire, apprendre à parler devant un autre. Ils savaient déjà qu'ils y passeraient leurs après-midi,
que Camille y ferait le café et que Théo lirait à voix haute à ceux qui n'osaient pas lire seuls. Ce projet, comme tous les autres, n'était pas une fuite vers l'avenir. C'était un ancrage dans le présent. Théo ne voulait plus planifier au-delà de ce qu'il pouvait sentir. Il ne faisait plus de prévisions à 5 ans, ni même à 5 mois. Mais chaque jour avait un goût plus dense, plus fort. Il disait souvent à Camille, le soir, en s'allongeant sur le canapé, « Je n'ai jamais aussi bien dormi que depuis que je ne cherche plus à gagner du temps. » Et elle lui répondait toujours avec la même formule, « Tu ne gagnes pas du temps, tu le vis. » Les vidéos qu'il enregistrait continuèrent de circuler sur un petit site qu'ils avaient créé ensemble, sans publicité, sans monétisation. Elles n'étaient pas virales, mais elles touchaient. Des lettres arrivaient. Des anonymes racontèrent leur vie, leurs peurs, leurs regrets. Certains venaient frapper à leur porte, pas pour demander de l'argent, mais pour parler. Théo les écoutait tous. Il disait peu. Il savait que parfois, un silence partagé disait plus qu'un long discours. La santé de Théo n'était pas redevenue stable. Il avait encore des douleurs, des jours plus difficiles, mais il ne les subissait plus comme une punition. Il les accueillait comme des rappels. Chaque faiblesse devenait une preuve. Il n'était pas immortel, mais il était vivant. Il n'était pas guéri, mais il était là, avec elle, dans cette chambre trop petite, ce lit partagé, ce frigo qu'ils remplissaient ensemble, cette table où 2 tasses attendaient chaque matin. Et c'était suffisant. Non pas par résignation, mais par choix. Car il avait compris que la grandeur ne se trouvait pas dans les bilans comptables, mais dans la façon dont on tient une main quand tout vacille. Et Camille était cette main, son encre, son battement. Ce nouveau rythme n'était pas celui d'un sursis, c'était celui d'une renaissance lente, fragile, mais entière, une vie après la vie, bâtie non sur des ambitions, mais sur des présences. Les saisons commencèrent à changer, doucement, presque imperceptiblement. Les matins devinrent plus clairs, les arbres frémissaient d'une promesse de renouveau, et Paris retrouvait cette lumière particulière qui annonçait les jours plus longs. Dans l'appartement de Camille, le rythme restait le même. Les petits déjeuners partagés, les courses quotidiennes, les discussions tranquilles sur l'avenir, sans pression ni angoisse. Théo vivait encore, au-delà de toutes les estimations. Son corps restait fragile, ses forces variables, mais il était là. Chaque respiration était une victoire silencieuse. Chaque réveil, un miracle discret. Ce matin-là, il se leva plus tôt que d'habitude. Il prit une feuille de papier, s'assit à la table et commença à écrire. Ce n'était pas une lettre privée, c'était un message pour le monde. Une dernière offrande, peut-être. Un témoignage sincère, limpide, né non pas de l'orgueil ou du besoin de reconnaissance, mais d'un besoin simple, transmettre. J'ai été condamné à mourir, et c'est ce qui m'a appris à vivre. C'est ainsi qu'il commença. Il raconta sans effet ni détour l'annonce de la maladie, la fuite, la perte, le silence. Puis il parla de Camille, sans la nommer au début, mais en décrivant ses gestes, sa voix, sa manière de regarder le monde. Il expliqua comment la simplicité l'avait sauvé, comment il avait découvert dans une cuisine trop petite et un lit partagé plus de vérité qu'en 20 ans de conseils d'administration et de conférences internationales. Il écrivit pendant des heures, sans s'interrompre, le dos courbé, les doigts crispés. Camille le rejoignit en fin de matinée, posa un baiser sur sa tempe, lut par-dessus son épaule. Elle ne dit rien. Elle comprenait que ce texte n'appartenait qu'à lui. Il se termina par ces mots. « Si vous lisez ceci, sachez que ce n'est pas une fin. C'est une ouverture, une possibilité. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour vivre. Vous n'avez pas besoin de tout perdre pour voir. Il suffit parfois de s'asseoir, de regarder, d'écouter et d'aimer. » La lettre fut publiée quelques jours plus tard sur le site de la Fondation. Elle ne fit pas l'effet d'un raz-de-marée. Pas de titres en une, pas de buzz viral. Mais elle circula, lentement, profondément. Des milliers de lecteurs silencieux la découvrirent, la partagèrent, l'imprimèrent. Certains l'affichèrent dans des centres sociaux, d'autres l'utilisèrent dans des groupes de parole, dans des écoles, dans des prisons. Pendant ce temps, Théo et Camille poursuivèrent leur vie. La librairie Refuge qu'ils avaient rêvée ouvrit ses portes dans le 19e arrondissement. Une pièce modeste, avec des étagères en bois, des coussins au sol, des livres de seconde main, et une table centrale toujours remplie de papier, stylos, carnets. Ils l'appelèrent « les mots suspendus ». On y venait pour écrire des lettres, pour lire à voix haute,
pour écouter ceux qui n'avaient plus de famille, plus de lieu, mais encore une voix. Camille y était chaque jour, Théo aussi, quand ses forces le permettaient. Il lisait des contes à des enfants, écrivait avec des anciens, buvait du thé en silence avec des inconnus. Personne ne l'appelait Monsieur Lambert. Il était juste Théo, et cela lui suffisait. Les vidéos qu'il avait enregistrées furent regroupées dans une archive libre d'accès. Des dizaines d'heures de confidences, de réflexions, de témoignages sur ce qu'il avait compris trop tard. Mais pas trop tard pour que cela serve. Elles furent traduites, commentées, analysées, mais jamais déformées. Car leur force résidait dans leur simplicité. Un matin, Camille trouva Théo assis sur le canapé, le regard perdu dans la lumière qui filtrait par la fenêtre. Il souriait, mais semblait ailleurs. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « À tout ce qu'on a fait et à tout ce qui continue. Même si je pars, ça continuera. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Tu n'es pas encore parti. »« Non, mais je ne suis plus inquiet. » Un silence tendre les enveloppa. Ils restèrent ainsi longtemps, sans bouger, comme s'ils pouvaient retenir le temps. Quelques semaines plus tard, Théo eut une nouvelle crise, plus forte, plus soudaine. Les médecins furent clairs. Cette fois, il ne s'en remettrait probablement pas. Il demanda à rester chez lui auprès de Camille. Elle accepta sans hésiter. Pendant les derniers jours, elle resta à ses côtés. Ils parlèrent peu. Il n'y avait plus besoin. Les regards suffisaient. Il tenait encore un stylo, griffonnait parfois des mots qu'il ne terminait pas, des phrases ouvertes, des fragments de pensée. Et puis un matin, il ne se réveilla pas. Il était allongé sur le canapé, une couverture sur lui, un carnet à moitié ouvert sur la table. Camille le trouva ainsi paisible. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta là à le regarder, comme on regarde une étoile disparaître doucement à l'aube. Les jours suivants furent silencieux. La Fondation annonça son décès par un simple communiqué, accompagné de la dernière lettre qu'il avait écrite. Il n'y eut pas de cérémonie publique, pas de foule, pas de caméra, seulement des lettres, des milliers, de parfaits inconnus écrivant à Camille ou à la Fondation pour dire merci, pour dire qu'ils avaient changé, qu'ils avaient osé. Camille continua. Elle ne devint pas une figure médiatique. Elle refusa les interviews, les documentaires. Elle resta à l'émau suspendu, accueillant chaque jour des vies éparses avec la même douceur. Et parfois, très tard le soir, elle rouvrait un des carnets de Théo, relisait une phrase, puis éteignait la lampe, le cœur plein d'un homme qui, en apprenant à mourir, avait appris à aimer et avait offert au monde une vérité simple. La vie ne commence pas au sommet, mais là où quelqu'un, un jour, vous regarde et vous tend la main.